Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. C'est très impressionnant d'avoir autant de monde sur ce sujet qui nous tient vraiment à cœur, donc on est très contents. Moi, je me présente, je m'appelle Zoubida Debac, je suis chargée de programmation à l'Institut du monde arabe. Je programme essentiellement les rencontres et débats. Et on a aussi une offre de publication donc, de livres et de podcasts qui vont sortir sous peu. Aujourd'hui, je vais modérer cette table ronde sur l'Irak. Et si vous voulez, j'avais envie de vous raconter un peu la genèse de cette table ronde. Donc, quand Henri Xavier de la région du Forum est venu vers moi, c'était donc en mars dernier. Et vous avez dû en entendre parler, c'était donc la commémoration, je ne sais pas si c'est ce terme que je peux utiliser, des 20 ans de l'invasion américaine en Irak. Donc pour nous, c'était très important de revenir sur cet événement. Donc, je vous fais un petit rappel historique, mais Dr Adel Bakawan va faire ça beaucoup mieux que moi. Donc, le 20 mars 2003, les États-Unis envahissaient l'Irak dans le but de renverser Saddam Hussein, qui était donc le dirigeant. Selon le président américain de l'époque, donc George W. Bush, l'objectif était de désarmer, donc je cite, désarmer l'Irak, libérer son peuple et défendre le monde contre un grand danger. Cette tentative américaine d'instaurer un nouvel État s'est soldée par un échec, comme tout le monde le sait. Et 20 ans plus tard, l'Irak est un pays plus divisé que jamais. Donc, la guerre de 2003 a bouleversé le paysage irakien. Aujourd'hui, l'État est en faillite. Les institutions ne fonctionnent pas ou à peine. 4 millions d'Irakiens ont fui le pays car les taux de chômage et de pauvreté ne font qu'augmenter. Et le pays connaît une corruption rampante. On n'aura pas le temps de nous arrêter sur chacun de ces points. Il nous faudrait, je pense, des jours et des jours pour tout couvrir. Mais l'objectif de cette table ronde, vraiment, moi, ce que j'ai voulu, c'est qu'on s'arrête en fait sur la société irakienne aujourd'hui. Et comme le thème du forum, c'est donc la résistance, j'ai envie qu'on se demande comment, malgré les difficultés, les Irakiens continuent à se mobiliser. Comment, en fait, 20 ans après la guerre, quels sont les effets en fait, de cette guerre sur l'Irak? Comment la guerre a changé la société irakienne et quels sont les défis pour l'Irak d'aujourd'hui? Donc, c'est ce qu'on va essayer d'explorer avec nos trois invités, qui ont chacun un rapport à l'Irak assez différent. À ma droite, il y a Forat. Forat Alani. Forat, tu es journaliste, reporter, réalisateur français et irakien. Je sais que tu tiens à ce « et ». Tu es né en France de parents irakiens et tu as commencé ta carrière journalistique en 2003 après avoir découvert les bombardements américains en Irak à la télé. Et c'est ça qui t'a poussé au départ pour Bagdad, où tu deviens correspondant. En 2008, tu es retourné à Paris pour collaborer notamment avec l'équipe de L'Effet Papillon. Et en 2019, tu reçois le très prestigieux prix Albert Londres pour ton roman graphique Le Parfum d'Irak. C'est un roman graphique qui était au préalable un docu-série d'animation que vous pourrez retrouver sur Arte. C'est des très courts épisodes de 3 à 4 minutes. Il y a une vingtaine d'épisodes et je vous les conseille très vivement. Vous les trouvez sur Arte, sur Internet. Et tu as publié au printemps dernier Je me souviens de Fallujah, pour lequel tu as été finaliste du Goncourt du premier roman et lauréat du prix du roman version féminin. Je tiens à préciser que les bouquins sont à la librairie, si ça vous intéresse. À ma gauche, Dr Adel Bakawan. Vous êtes sociologue franco-irakien, fondateur et actuel directeur du Centre français de recherche sur l'Irak, donc le CEFRI. En 2010, vous soutenez votre thèse sur la mouvance islamiste au Kurdistan irakien. Puis vous devenez chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales, donc l'EHESS à Paris. Vous êtes très attaché à l'Irak, donc votre pays d'origine, vous vous y rendez régulièrement, et vous portez une attention toute particulière aux problématiques du pays dans le domaine des sciences humaines et sociales et de la géopolitique. Donc vous êtes spécialiste de nombreuses questions, notamment les questions kurdes, l'islamisme, le djihadisme, le terrorisme, le nationalisme et la milicisation du Proche-Orient. Et vous êtes l'auteur notamment de L'impossible État irakien chez L'Harmattan et de L'Irak, un siècle de faillite chez Talendier. J'espère que j'ai bien résumé votre belle carrière. Docteur Naram Hassan, on a l'honneur donc d'avoir avec nous Docteur Naram Hassan, qui est gynécologue et activiste yézidi, qui est venu tout droit d'Irak pour le forum. Depuis 2014, donc date de l'instauration d'un califat par l'État islamique, vous avez dédié votre vie aux soins et au soutien médical et social des survivantes à Daesh, donc l'État islamique, et notamment en particulier la communauté yézidi au Sinjar.
Vous battez donc pour la reconnaissance du crime de génocide et des violences sexuelles que ces femmes ont subies. Et en 2016, vous avez été nommée International Woman of Courage par le département d'État américain pour votre engagement. Donc pour commencer, j'aimerais bien que l'on dresse un tableau des grands événements qui se sont passés en Irak depuis 2003. Et pour ça, je vous laisse la parole, Dr. Adel Bakawan, pour expliquer à notre public qui n'est pas forcément au fait de ce qui s'est passé depuis 2003, voilà, la situation socio-historique en Irak. C'est une question compliquée, je sais. Oui, merci beaucoup, Zubaida. Je m'exprime en quelle langue? Arabe, kurde, anglais? Non, en français. Alors, ça me fait vraiment un grand plaisir de me retrouver face à un public très, très, très jeune. Très, très jeune. Et de ce fait, j'ai mis vraiment à côté, totalement, radicalement à côté ce que j'ai préparé. Et j'ai refait, dès que je suis entré dans la salle, j'ai refait dans ma tête la totalité de mon exposé en 7 à 10 minutes, c'est ça? Donc, si tu me permets, Zubaida, pour localiser l'Irak sur une carte et la population irakienne, je fais un voyage, mais très, très, très rapide, un voyage à peu près 10 000 ans pour arriver en 10 minutes à aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc l'Irak, c'est la Mésopotamie. Vous avez déjà entendu le nom Mésopotamie? Oui, voilà, c'est très bien. Et donc la Mésopotamie, c'est la terre où la première civilisation humaine est née. C'est dans cette terre-là que la civilisation, je parle doucement pour la traduction, la civilisation, les hommes, pour la première fois, sont passés de ce qu'on appelle du campement temporaire. Voilà, on était là parce qu'il y a quelque chose à manger. Et donc, après, on partait ailleurs. Mais en Mésopotamie, on a découvert, nous, les êtres humains, pour la première fois, un endroit où on pouvait s'installer. Donc, on a construit le premier village dans l'histoire des êtres humains. Et ensuite, on est passé rapidement de ce village-là à la naissance de la cité. La première cité humaine a été construite en Mésopotamie, c'est-à-dire en Irak aujourd'hui. L'Irak, c'est la Mésopotamie. Alors, pendant qu'on était en train de créer, fonder, construire cette cité-là, en même temps, dans ce processus-là, on a inventé la première religion. C'est là la religion est née. Et c'est là aussi, la première écriture dans l'histoire des êtres humains a été inventée. Vous voyez là, on invente la cité, on invente la religion, on invente l'écriture. Et ensuite, pour la première fois, il y a à peu près 8000 ans, il y a quelqu'un, 8000, 7000, 6000, il faut le localiser. Pour la première fois, grâce à cette écriture-là, la première constitution sous le règne de Hammurabi a été née. Donc là, l'être humain devient un être civilisé. Et ensuite, on passe rapidement, il y a eu une longue période de confrontation entre les différents empires pour arriver à la fondation de Bagdad. Qu'est-ce que Bagdad? Bagdad, à l'époque des Abbassides, c'était l'équivalent de Washington aujourd'hui pour le système international. C'était à partir de Bagdad qu'on dictait les règles, les normes, l'organisation des relations internationales. Autrement dit, le roi de France, d'Angleterre, partout dans le monde, on s'adressait directement à Bagdad pour négocier l'ordre international. Et ensuite, bien évidemment, on passe rapidement des Abbassides pour arriver des Ottomans. Des Ottomans arrivent en 1638, précisément, pour occuper, pour libérer, pour envahir, ça dépend comment on voit les choses. Donc, ils se sont installés, les Ottomans, dans les 3 grandes provinces de la Mésopotamie. À l'époque, on ne l'appelait pas Irak. On l'appelait encore Mésopotamie. La province de Mossoul dans le nord, la province de Bagdad dans le centre et la province de Bassorah dans le sud. Et donc, de 1638
1938 jusqu'à 1928, hein, à peu près 3, 4 siècles, les Ottomans dirigeaient cette Mésopotamie. Et là, 1921, 1917, 1921, il y a un autre empire qui arrive. Donc cette terre-là, la Mésopotamie, était vraiment toujours la terre des grands empires, des Sumériens, des Assyriens, des Chaldans, pour arriver des Ottomans et même des Sassanides jusqu'à l'Empire britannique. 1921, 17, 21, pendant ces 3-4 années-là, les Britanniques vont lancer le processus de la création de l'Irak moderne. Le 23 août, notez bien cette date-là, le 23 août 1921. Et lorsqu'on a créé l'Irak, on n'avait pas le nom, on ne savait pas comment nommer cette nouvelle entité étatique. On disait, allez, on va l'appeler la Mésopotamie. Non, la Mésopotamie, c'est un nom dépassé. Et on a cherché finalement, dans l'histoire classique de ce pays-là, le nom d'Irak existait, mais autrement. Donc, finalement, il y avait plusieurs approches au sein du gouvernement britannique et on a pris l'option de l'Irak pour nommer cet État-là. Donc, cet État qui a été créé par Percy Cox, l'envoyé spécial, ou le gouverneur britannique de l'Irak en 1921, a duré jusqu'à 2003. Il y a une période je pourrais dire, il y a 3 périodes très intéressantes dans cette longue histoire. D'abord, la période du roi, le roi Faisal, le premier roi d'Irak. Ce roi était un intellectuel, un vrai intellectuel, qui parlait parfaitement l'anglais, le français, le turc, l'arabe et le persan. Un homme radicalement occidentalisé. Si vous voyez ces images, ces photos-là, vous voyez vraiment un intellectuel à la tête de cet État-là. Et un intellectuel à la tête de cet État avait un rêve. Le rêve de mettre en place, à partir des chiites, des sunnites, des kurdes, des turcomans, des musulmans, des chrétiens, un peuple irakien. Il voulait créer un peuple irakien. Et une identité, un référentiel irakien. C'était son objectif. Mais malheureusement, pour un ensemble de raisons, je n'ai pas le temps d'expliquer, j'ai tout expliqué dans mon livre « L'Irak, un siècle de faillite ». Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, il est mort en Suisse en 1933. Juste 3 mois avant sa disparition, il écrit un mémorandum dans lequel il dit « Malheureusement, je n'ai pas réussi à mettre en place un peuple irakien ». En 1958, un autre moment très intéressant dans l'histoire de cette période-là, de cet Irak, c'est Abdul Karim Qasim, le fondateur de la République islamique, de la République irakienne. Je suis encore dans le registre iranien. Et lui, il avait un slogan. En arabe, on dit « Al-Araq awalan », l'Irak d'abord. Il voulait prendre de la distance avec le nationalisme arabe, le pan-nationalisme islamiste, le pan-nationalisme arabe, le pan-nationalisme kurde, etc. Il disait l'Irak pour les Irakiens. Et il est entré en grand conflit avec Jamal Abdel Nasser, qui était un des pères fondateurs du pan-nationalisme arabe. Il a même interdit à Jamal Abdel Nasser de visiter Bagdad parce que les 2 projets ne se croisaient plus. Lui, il avait un projet irakien, Jamal Abdel Nasser avait un projet nationaliste arabe. Voilà. Donc, lui aussi, malheureusement, il n'a pas réussi à fabriquer cette identité irakienne comme il le voulait. Et finalement, les nationalistes arabes l'ont massacré, malheureusement, l'ont tué dans un coup d'État en 1963. Et ensuite, des années, Saddam Hussein arrive rapidement. Dans l'histoire de Saddam Hussein, il y a 2 périodes à distinguer. La période des années 70 et la période des années, je pourrais dire 80 jusqu'à sa chute. Dans les années 70, Saddam Hussein a parfaitement réussi à construire de l'Irak un modèle pour le Moyen-Orient. Le système sanitaire irakien, c'était vraiment un modèle pour le Moyen-Orient. Le système éducatif, moi, je me souviens encore, même si j'étais très jeune, je voyais des Algériens, des Tunisiens, des Libanais et même des Égyptiens qui venaient massivement dans les grandes universités irakiennes pour faire leurs études. Parce que faire des études, avoir un master
ou un doctorat dans une université irakienne à Mossoul ou à Bagdad. C'était quand même un grand capital symbolique. Saddam Hussein a parfaitement réussi pour la première fois à construire un système de défense irakien extraordinairement singulier au Moyen-Orient. Il a réussi à mettre en place des infrastructures économiques très, très, très solides. Mais en même temps, bien évidemment, il ne faut jamais oublier que Saddam Hussein était un dictateur qui avait un régime totalitaire, mais un dictateur avec une vision pour le... Il voulait, certes, il appartenait au parti Baas. Certes, le parti Baas, théoriquement, était un parti nationaliste arabe, mais il y avait une grande distinction entre la théorie et la pratique. La théorie, il était un nationaliste arabe. La pratique, il était Saddam Hussein par excellence irakien. Et il voulait forger cette identité irakienne et il a réussi à certains niveaux. Seulement dans les années 80, lorsqu'on instaure la République islamique de l'Iran, il entre dans une guerre pendant 8 ans et pendant cette guerre-là, le pays est totalement détruit, le système économique qui a été construit dans les années 70 détruit, l'Irak était endetté des milliards et des milliards de dollars, des Koweïtiens, des Saoudiens, des Émiratis, etc. Et donc l'Irak fatigué, qui est sorti de cette guerre-là, et bien évidemment encouragé par les Américains, a envahi le tout petit Koweït. Je ne vais pas entrer dans l'histoire, c'est très très complexe, en 90. Et du coup, c'était la chute de Saddam Hussein. En réalité, la chute de Saddam Hussein ne commence pas en 2003, mais en 91. Il a envahi le petit Koweït en 3 heures, 2 heures, 3 heures. La totalité du pays a été occupée, mais les Américains, les Français, les Anglais, les Arabes, ils se sont tous réunis dans une coalition internationale et ils ont détruit la totalité de tout ce qu'il restait des infrastructures militaires, économiques, tout sanitaires irakiennes. On arrive en 2003. En 2003, les Américains décident de finir définitivement avec Saddam Hussein. Par quoi? Par un système d'argumentation basé sur 3 grands mensonges. Le premier mensonge, c'est que l'Irak de Saddam Hussein disposait des armes de destruction massive. Certes, l'Irak disposait des armes de destruction massive, mais dans les années 80, lorsque Saddam Hussein était notre allié, nous, les Occidentaux, à utiliser des armes chimiques contre son peuple, mais non seulement on n'a rien dit, par exemple, le 16 mars 88, Saddam Hussein a utilisé des armes chimiques dans ma ville, à moi, là où je suis né, à Halabja. J'ai quitté la ville 5 à 10 minutes avant le bombardement. Il y avait une partie de ma famille qui a été tuée dans la ville. Mais nous, les Occidentaux, la société internationale, non seulement n'a rien dit, mais en plus, on soutenait fortement Saddam Hussein. Et donc, en 2003, lorsqu'on a envahi Saddam Hussein, l'Irak, et on veut faire tomber son régime au nom des armes de destruction massive, Saddam Hussein n'avait plus rien. Pourquoi? Parce que dans les années 90, par les inspecteurs des Nations Unies, on a détruit la totalité des armes de Saddam Hussein, des armes de destruction. Le premier mensonge. Donc, voilà. Et George Bush lui-même, 80 jours après l'occupation d'Irak, reconnaît officiellement à la Maison-Blanche que Saddam Hussein ne disposait pas des armes de... Deuxième mensonge, c'était le lien entre le régime de Saddam Hussein et Al-Qaïda qui a organisé les attentats du 11 septembre. Et quelle était la preuve? La preuve, c'est qu'un ancien officier qui s'appelait Abu Wail, qui travaillait pour le régime de Saddam Hussein, et faisait la coordination entre Al-Qaïda et le régime de Saddam Hussein. Or, Abu Wail a quitté l'Irak dans les années 80. Certes, il appartenait au Mukhabarat, mais c'est vrai aussi qu'Abu Wail est devenu un vrai salafiste dur qui qualifiait le régime de Saddam Hussein de mécréant, de kafir, d'apostasie, contre lequel on doit prendre les armes et on doit s'engager dans un djihad contre lui. Et donc, dans la même interview, George Bush reconnaît que les États-Unis, 90 jours plus tard, que les États-Unis d'Amérique ne disposent aucune preuve d'un lien entre Al-Qaïda et l'Irak. Deuxième mensonge. Et le troisième mensonge, le plus grand, c'est que le régime de Saddam Hussein est basé sur la dictature, comme si l'Arabie Saoudite, l'allié stratégique des États-Unis, comme si l'Égypte de Hosni Moubarak, comme si les autres pays, les alliés des États-Unis d'Amérique, n'étaient pas à la perfection basés sur la dictature. Et donc, ça ne tenait pas. Donc, sur la base de 3 mensonges, on occupe le pays le 9 avril 2003. 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a?
20 ans plus tard. Dans les années 70, juste quelques chiffres. 49% des médecins irakiens étaient des femmes. 49. Aujourd'hui, selon nos statistiques, 80% des femmes irakiennes n'ont pas accès au travail. Dans les années 70, à la fin des années 70, 95% des Irakiens a été alphabétisés. Aujourd'hui, selon les statistiques des Nations Unies, 59% des Irakiens ne savent pas lire et écrire. Et je peux vous donner bien évidemment dans les années 70, on avait un peuple irakien, on avait un territoire, on avait une nation, on avait quand même un État, on avait des institutions. Aujourd'hui, vous avez un pays qui est fracturé entre le sud chiite, le centre, je banalise pour que je sois pédagogue, il me reste combien de temps? 2, 3. Donc, le centre sunnite et le nord kurde. Ce qui se passe au nord reste au nord, ce qui se passe au centre, comme s'il n'y avait pas, là je parle des élites bien évidemment, je vais vous parler rapidement de la société aussi, qui est en totale rupture avec ces élites totalement corrompues. Vous avez dans ce pays-là, grâce à l'intervention et l'occupation américaine de ce pays, l'organisation la plus barbare dans l'histoire des êtres humains, c'est-à-dire l'organisation de Daesh, a été née dans ce pays-là. Et pourquoi? Parce que tout simplement, à cause de cette occupation, il y avait des conditions objectives pour qu'une organisation aussi barbare, aussi terroriste que Daesh apparaisse sur la scène irakienne. Aujourd'hui, en 2003, on était 23 millions. Aujourd'hui, on est arrivé à 43 millions Irakiens. En 2030, on sera 50 millions Irakiens. Et en 2030, en 2050, on sera 80 millions Irakiens. 80 millions, d'accord, de 2003 à 2005. Comment cet Irak-là, tu m'as parlé des défis. Le plus grand défi pour moi, c'est là, qui se trouve là, parce que l'Irak ne disposera plus des ressources nécessaires pour nourrir 80 millions. Tout en sachant que selon les rapports des Nations Unies, chaque année, l'Irak perd 100 km de sa terre fertile. Et on entre dans la désertification. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avec 80 millions de personnes, avec 100 km qui entrent dans le processus de désertification, avec Tigre et l'Euphrate. Moi, j'étais à Bagdad il y a une semaine. Je suis rentré ce vendredi-là. J'étais à Bagdad, j'étais à Mossoul. Je voyais le Tigre, je voyais l'Euphrate. On peut traverser l'Euphrate à pied, là, désormais. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Turquie a construit des barrages, il n'y a plus d'eau. Alors, donc, selon, par exemple, un de nos chercheurs qui travaille sur la démographie et l'immigration pense que dans quelques années à venir, au moins 25 millions d'Irakiens sont amenés à quitter leur ville et leur village et aller ailleurs. Mais ailleurs, c'est où? Bien évidemment, il faut l'identifier. Un autre défi pour moi, c'est vraiment la question des femmes en Irak. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, vous avez 80% des femmes qui n'ont pas accès au travail. Le problème, c'est quoi? C'est que nous avons lancé un projet de recherche depuis le 1er janvier et ça finit au mois de juin sur les conditions des femmes en Irak. Malheureusement, aujourd'hui, cet État irakien n'a aucun projet sérieux concernant cette population, la femme en Irak. Un autre défi, et je m'arrête après, c'est l'Irak qui est devenu le territoire des guerres des grandes puissances par excellence. Aujourd'hui, sur ce territoire-là, vous avez les Iraniens, l'acteur le plus puissant, et je pourrais même dire le gouvernement actuel, c'est un gouvernement, pour la première fois depuis 2003 à 2020, qui est totalement iranien. Totalement iranien et qui applique à la perfection le programme et la stratégie iranienne dans le Moyen-Orient, ce qu'on appelle en arabe at-tashayyu', c'est-à-dire la chiification du Moyen-Orient. Par exemple, vous avez une grande province en Irak qui s'appelait Diyala, et dans cette province-là, Fourat, il le sait très bien, avant la chute de Saddam Hussein, on avait 70%, 73% des sunnites. Aujourd'hui, les sunnites sont devenus une toute petite minorité. Et ce processus de chiification, comme je l'ai vu
personnellement la semaine dernière à Mossoul et dans d'autres villes. Mossoul qui est considéré comme le cœur de la sunnicité en Irak. Dans les rues que je me promenais, je voyais les portraits d'Ayatollah Khamenei, d'Ayatollah Khomeini, de Qasem Soleimani, autrement dit, tous les ayatollahs iraniens dans la ville. Et je ne voyais pas un symbole sunni dans la ville. Autrement dit, un gouvernement qui est totalement pris dans la chiification, ça, c'est un grand danger. Autrement dit, un autre danger, c'est la Turquie. La Turquie qui dispose 38 bases militaires dans le nord d'Irak. Vous avez une organisation PKK qui est en guerre depuis 40 ans contre l'État turc, bien installée à la fois dans la province de Sinjar et dans les montagnes de Kandil. Vous avez l'organisation d'État islamique qui revient. Vous avez les chiites qui sont entrés, mon Dieu, ils n'ont rien appris dans une grande conflictualité avec le Koweït sur la question des frontières désormais. Et vous avez bien évidemment la grande conflictualité entre les pays du Golfe et surtout l'Arabie saoudite et la République islamique de l'Iran, qui chacun dispose ses propres organisations et ses propres cartes de pression sur le territoire irakien. Alors, pour résumer tout ça, dans ces rapports de force, il y a 2 semaines, j'ai rencontré un diplomate, j'ai raconté ça à Zubaydeh et à Fouad, qui me disait, Monsieur Bakaran, est-ce que vous aurez la gentillesse de me résumer la situation irakienne en une phrase? Je dis oui, bien sûr. Je peux? Voilà. Et après, je m'arrête. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez les Sumériens? Il a dit, oui, bien sûr. Je dis, nos ancêtres, les Sumériens, il y a 8000 ans, ils disaient, le monde, pour eux, le monde, c'était la Mésopotamie, parce qu'à l'extérieur de la Mésopotamie, le monde n'existait pas. Le monde est sur le dos d'une vache. La vache est sur le dos d'un poisson. Le poisson est sur le dos d'un egg, d'un œuf, merci, je cherchais, d'un œuf. L'œuf est dans une casserole d'eau et dès que la casserole bouge, tout tombe. Voilà, c'est la situation irakienne. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adel. C'était très clair et quel défi de résumer l'histoire de l'Irak depuis la Mésopotamie en 10 minutes, 15 minutes. Je pense que beaucoup de lycéens dans la salle rêveraient d'avoir un prof d'histoire comme vous, n'est-ce pas? Moi, j'avais envie qu'on s'arrête sur une... Il y a eu des mobilisations en 2019 où on a vu plusieurs personnes dans la rue, notamment beaucoup de jeunes, qui luttaient, enfin qui manifestaient contre le chômage, la corruption rampante et la pauvreté. Est-ce que tu pourrais nous en parler, Fouad? Est-ce que tu pourrais nous dire quelles étaient les revendications lors de ces manifestations? Merci pour cette magnifique introduction. Alors là, on va rapidement en 2019, mais les revendications qui ont débuté en octobre 2019 sont les mêmes que celles qui parcouraient les rues en 2003. D'abord, en arabe, en irakien, on dit « mako kahraba ». Il n'y a pas d'électricité. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, encore 20 ans après, suite aux différentes guerres qui ont été évoquées, toutes les infrastructures de l'Irak ont été détruites et les Irakiens vivent avec en moyenne, je crois, 3 heures d'électricité par jour. Donc, pas d'eau potable, ou très peu. Pas de travail, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et donc, les premières revendications en 2019 ne sont pas nouvelles. En revanche, il y a une énorme différence. Parce que je voudrais dire juste avant qu'en fait, tous les ans depuis 2003, on a eu affaire à des protestations, que ce soit à Bagdad, dans le sud, et notamment l'été. On les appelait, je ne sais plus comment on disait exactement, mais les protestations de la chaleur, parce qu'au moment où il fait très chaud en Irak, plus de 50 degrés, la colère est beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus présente en fait dans le quotidien, puisque pas d'électricité, pas d'eau potable, etc. La nouveauté en 2019, c'est que ça a concerné une jeunesse en majorité chiite, mais qui n'avait pas un discours sectaire, qui avait un discours où la revendication principale était de retrouver l'identité irakienne, la notion d'être irakien, et avec des slogans parfois très directs en tant que chiites contre l'Iran. Ils disaient « nous ne sommes pas iraniens, nous ne sommes pas à la botte des Iraniens, nous sommes irakiens avant tout ».
Et c'est très important parce que, comme l'évoquait tout à l'heure Dr Adel Bakawan, quand les Américains sont venus en 2003, ils ont fait énormément d'erreurs, et notamment celle de détruire toutes les infrastructures de l'Irak, toutes les institutions, de mettre à la rue des gens qui n'étaient pas forcément pro-Saddam, mais qui étaient qualifiés, pour tout démanteler et quelque part imposer une sorte d'identité nouvelle que les Irakiens ne connaissaient pas. C'est d'être qualifié en tant que arabe ou kurde, en tant que sunnite ou chiite, chrétien ou musulman, etc. On enlevait le mot Irak ou irakien et on disait toi, tu es sunnite, toi, tu es chiite, etc. Et ça, c'était une problématique très importante parce qu'on a indirectement détruit en fait la notion même d'être irakien. Et là, en 2019, cette jeunesse-là demande presque avant l'électricité, l'eau, la dignité, le fait d'avoir un accès à l'emploi, demande à être reconnu comme irakien. Donc c'est un espoir, je sais qu'on va aller vers l'espoir plutôt à la fin du débat, mais c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et c'est quelque chose qui, pour le coup, a tellement inquiété le gouvernement en place que pour la première fois, on a eu une répression vraiment ultra violente face à ces protestations. Des gens sont morts par centaines pour avoir simplement demandé à être reconnus comme irakiens, à avoir accès à la dignité du quotidien, aux services basiques en fait. Donc je pourrais vraiment m'épancher là-dessus, mais octobre 2019 reste marqué dans cette nouvelle approche des protestations qui concerne donc encore une fois la jeunesse en général, mais en l'occurrence à Bagdad, la jeunesse chiite. Et puis ensuite, ça s'est propagé ailleurs. Et encore aujourd'hui, même si le mouvement a quasiment disparu des rues parce qu'ils ont été réprimés violemment, c'est cette même mentalité qui agite la jeunesse irakienne aujourd'hui. Juste peut-être pour les jeunes de la salle, est-ce que tu pourrais revenir de manière sommaire, parce que je sais que c'est une question très complexe, sur les spécificités nationales en Irak, donc la question des chiites, sunnites, arabes, kurdes, voilà, de manière comme tu le peux. Oui, alors je ne suis pas du tout sociologue ou anthropologue ou expert de la question, mais en Irak, on appelle ce pays, ce n'est pas le seul dans la région, mais un pays mosaïque, parce que comme le disait encore une fois brillamment Adel, c'est que c'est une nation qui a été formée à partir de différentes composantes et de différentes histoires, de différents empires, etc. On trouve vraiment de toutes les religions. Il y a des chrétiens, il y avait des juifs en Irak, il y a des yézidis, il y a des chaldéens. Enfin, je pourrais citer tout un nombre de confessions et d'ethnies. Au sein des musulmans, il y a des sunnites et des chiites. Chez les chrétiens, il y a différents courants, etc. Je reviens donc à l'identité irakienne. À un moment donné, ça a fonctionné, avec les défauts d'une dictature, évidemment, très grands, ces défauts. Mais ça a fonctionné. Je me rends compte, moi, en tant que reporter, parce que je vais sur le terrain, du nord au sud, que je sois avec des Kurdes, des Arabes, des chrétiens, des musulmans, des sunnites ou des chiites, je ressens cette culture irakienne. Elle est présente. Elle est présente dans les mots, dans la cuisine, dans l'approche de l'Irak. Donc, ça existe, ça a existé, et c'est encore là. Maintenant, le problème, parmi les grands défis, c'est comment se reconstruire par son identité quand on n'arrive même pas à reconstruire des centrales pour avoir de l'électricité, quand on n'a même pas accès aux services basiques que tout peuple devrait avoir. Donc voilà, je me suis un peu éloigné, mais en gros, en Irak, on trouve vraiment de toutes les confessions, et c'est presque, je ne pense pas être contredit, mais c'est presque encore honteux aujourd'hui de dire mais d'où tu es, toi, irakien, de quelle confession es-tu? On ne fait pas ça, en fait. Voilà. Je reviendrai à toi, Ferhat, mais je voulais faire un petit bond dans le futur pour parler notamment de l'avènement de l'État islamique, donc Daesh en arabe en Irak. Vous disiez, Monsieur Adel Bakawan, Dr Adel Bakawan, que en fait, il y avait l'invasion américaine a créé les conditions objectives pour la naissance de Daesh. Donc c'est un effet qui se coule de la guerre de 2003. Donc cet État islamique qui est né dans le siège d'Al-Qaïda pendant que les troupes américaines occupaient l'Irak, ça a eu en fait des conséquences dévastatrices, on l'a vu dans les médias, sur la société irakienne et tout particulièrement sur les populations yézidis et chrétiennes. Et donc là, je voudrais me tourner plutôt vers vous, docteur Hassan.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ces conséquences donc, de l'avènement de l'État islamique sur les femmes yézidis, avec qui vous travaillez au quotidien? Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus en fait, sur le travail que vous effectuez chaque jour pour aider ces femmes? Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai l'honneur de rencontrer tous ces jeunes afin de parler ensemble des souffrances du peuple irakien et en particulier celles de la communauté yézidi. C'est le canal 1 pour le français. Nous entamons la 9e année après le génocide des Yézidis. Il faut se rappeler que ce n'est pas le premier génocide à l'encontre des Yézidis. Nos ancêtres ont été victimes de 74 campagnes de génocide tout au long de l'histoire. Pour information, la religion yézidi, c'est une religion minoritaire en Irak. Dans le monde entier, il n'y a pas plus de 1 250 000 yézidis, et ce en raison des différentes campagnes de génocide desquelles les yézidis ont été victimes. Il y a environ 700 000 yézidis en Irak parce que c'est la terre natale des yézidis. Après 2003, la communauté yézidi a été victime de violations. En 2007, Al-Qaïda, l'organisation terroriste, a fait exploser des voitures piégées à Sinjar, faisant plus de 1000 morts. Après, Al-Qaïda a revendiqué cette explosion sous prétexte que les fidèles de cette religion sont des infidèles, des mécréants qu'il faut tuer. S'en est suivi une série d'attentats individuels et collectifs à l'encontre de Yézidis, ce qui les a forcés à quitter leur maison à Mossoul et dans les villages avoisinants dans le Kurdistan irakien à la recherche de la sûreté, de la sécurité. Et puis, a eu lieu la grande catastrophe humanitaire lorsque Daesh, ou l'organisation de l'État islamique, a fait le commerce des femmes et les a prises en tant qu'esclaves, en tant que prisonnières et esclaves sexuelles. Le 3 août 2014, Daesh a occupé la région de Sinjar ainsi que les villages avoisinants où se trouve la majorité des fidèles de la religion yézidi. Ils ont commis à leur encontre les crimes les plus brutaux. Ils ont séparé les hommes des enfants et des femmes et en un seul jour, ils ont exécuté plus de 6 000 hommes parce qu'ils ont refusé de changer de religion et de se convertir. Plus de 6 500 femmes et filles de mon pays ont été victimes d'esclavage, de viols, d'abus. Elles ont été emprisonnées et vendues sur les marchés d'esclaves par Daesh. Daesh a mis la religion au service de ses propres intentions et objectifs, et ce pour apporter le plaisir sexuel ou satisfaire les désirs sexuels de ses combattants. Les victimes ont été des filles qui n'avaient même pas 10 ans. Depuis août 2014 et jusqu'à présent, je suis au service des femmes et des filles qui ont échappé à la captivité de Daesh afin de soulager leurs souffrances. Je travaille dans le cadre de plusieurs programmes. J'ai également créé un centre médical pour soutenir les survivantes, pour leur apporter un soutien médical et psychologique, et ce avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement de la région du Kurdistan. Il y a également eu un programme lancé par le gouvernement allemand pour transférer des milliers de victimes en Allemagne afin de recevoir les soins nécessaires.
J'ai visité beaucoup d'orphelins, je leur ai apporté des soins médicaux. Dans le cadre de mon travail avec les survivantes, j'ai rencontré de nombreuses victimes et j'ai écouté des histoires terribles. Ces femmes ont été victimes des pires formes de vente, de commerce et de torture, et plusieurs d'entre elles se sont suicidées parce qu'elles n'étaient pas capables de supporter les insultes et la torture. Leur dignité humaine a été violée. Ces femmes sont victimes de grands traumas. Elles se sont complètement effondrées. Elles ont tout perdu. Elles ont perdu leurs proches qui ont été tués de façon barbare par Daesh. Parmi ces victimes, il y a de jeunes filles qui n'ont même pas 12 ans, qui ont été vendues des dizaines de fois et qui ont été exposées au djihad par le mariage après que leurs parents ont été tués de façon barbare. Il y a beaucoup d'histoires que je ne peux pas oublier. Il y a une femme qui avait 25 ans, qui avait épousé 3 mois, elle avait épousé son petit ami 3 mois avant l'arrivée de Daesh, et Daesh a tué son mari devant elle. Elle a été réduite à l'esclavage, a été vendue une dizaine de fois, victime de torture et de viol. Elle a tenté d'échapper avec d'autres victimes, mais en vain. Alors, une des autres femmes a été décapitée devant ses yeux et lorsque son tour est arrivé, le jugement a été suspendu. Une autre femme avait 4 enfants et un des membres de Daesh dont elle était l'esclave a empoisonné 3 de ses enfants parce qu'il le dérangeait. Elle s'est réveillée et les a retrouvés morts. Je ne peux pas oublier ces enfants qui sont morts de faim au mont Sinjar. Je ne peux pas oublier les petites filles qui ont été volées à leur mère et qui ont été vendues une dizaine de fois. Vous imaginez certainement dans quelle situation médicale et psychologique ces victimes se trouvent. Elles vivent dans des conditions psychologiques, médicales difficiles, dans des conditions économiques difficiles, dans une grande pauvreté. Elles vivent dans des camps sordides où manquent les conditions de vie minimum. En tant que docteur yézidi, médecin yézidi, j'ai soigné de nombreuses survivantes et j'ai œuvré afin de faire avancer la cause yézidi, afin d'apporter ou bien de porter cette question à l'attention de la communauté internationale et afin que de nombreux États reconnaissent le génocide et les victimes soient transférées en Allemagne, en France, au Canada et en Australie. Bien que je travaille en tant que médecin depuis plusieurs années dans de nombreux hôpitaux et bien que j'ai été exposée à des cas très difficiles, mon expérience avec les survivantes a été l'une des plus difficiles parce que travailler avec des victimes de violences sexuelles est beaucoup plus difficile que de travailler avec de simples patients. Je n'aurais jamais imaginé que la femme sera traitée de cette façon au XXIe siècle, où la science progresse et où existent de nombreuses organisations des droits de l'homme et des organisations de droits de la femme, ainsi qu'en présence de différentes provisions internationales et dispositions qui protègent les femmes et sa dignité. La femme yézidi est exposée jusqu'à cet instant même à des insultes et à toutes sortes de violations. La femme est un élément essentiel du développement de la communauté et de la société. Et ceci ne peut se réaliser qu'en réalisant l'égalité homme-femme et soutenir la participation de la femme dans tous les domaines de la vie politique, juridique, médical, éducatif, afin qu'elle puisse devenir indépendante et défendre
ses propres doigts. Il faudrait également travailler à lutter contre des pratiques telles que l'excision des femmes, le mariage des enfants et d'autres, et le mariage des enfants aussi. Le génocide de la communauté yézidi ne se limite pas à 2014. Jusqu'à nos jours, ce génocide persiste. Il y a 2700 femmes dont le sort est inconnu, bien que la plupart des régions qui étaient sous Daesh ont été libérées. 250 000 yézidis vivent dans des camps sordides au Kurdistan irakien. Ils souffrent de la chaleur en été et du froid en hiver, des zones sinistrées où il n'y a pas de service. Et le plus important, les membres de Daesh n'ont pas été tenus pour responsables pour les crimes qu'ils ont commis contre la communauté yézidi. Cependant, en dépit de tout cela, nous n'avons pas vu des changements concrets dans la vie des Yézidis. Le gouvernement irakien n'a pas reconnu le génocide en dépit de toutes les preuves concernant les crimes commis par Daesh contre cette communauté. Les histoires de ces victimes demeure un fardeau que je porte, mais c'est ce qui me pousse et me motive à travailler pour toutes ces personnes, pour la liberté de la femme et pour libérer la femme et l'empêcher d'être la première victime collatérale. J'appelle la communauté internationale à trouver de véritables solutions pour protéger la femme et les enfants. Merci pour votre attention. Shukran jazilan, Dr Noa. Merci beaucoup pour ce témoignage poignant et j'imagine que vous aurez beaucoup de questions à lui poser. On aura un temps à la fin dédié aux questions, donc gardez-les bien au chaud. Sans grande transition, je voulais revenir à toi, Ferhat, et je voulais vous poser aussi la question de Dr Bakawan. Tu as évoqué donc cette question d'identité irakienne. Donc, on a parlé de beaucoup de choses pendant ce débat. Donc, on a eu un constat vraiment de cette pluralité ethnique et religieuse que connaît l'Irak, des milices qui prennent beaucoup d'importance, de la faillite de l'État et des institutions, de la fuite des forces vives du pays. Face à ce constat, j'ai envie de te poser la question. Donc, ça veut dire quoi être irakien aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore un sentiment d'appartenance qui persiste? Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi j'en suis persuadé par le terrain, par les lieux que je visite, les gens que je rencontre. Le sentiment d'être irakien, la notion d'être irakien, elle est là. Elle est là au quotidien, elle est là, encore une fois, dans la culture des gens que je rencontre du nord au sud, de l'est à l'ouest, elle est là. Maintenant, il y a un processus qui est très compliqué. Encore une fois, c'est une question qui est posée. Comment on reconstruit tout cela, en fait? Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de défis. Il y en a un, je crois que, je ne sais pas si vous l'avez évoqué tout à l'heure, Adèle, mais c'est la corruption. La corruption est un des problèmes qui engendre d'autres problèmes, que ce soit sur le plan économique, social ou politique. Quand l'argent qui est là, parce que l'Irak est un pays pétrolier, on le sait, l'argent qui rentre, quand l'argent rentre dans le budget de l'État et qu'il est dilapidé et qu'il disparaît sans qu'on comprenne réellement pourquoi et comment, on ne peut pas envisager les autres problèmes. Reconstruire des centrales, pour ça, il faut de l'argent, mais l'argent disparaît. La corruption est un problème tellement ancré en Irak qu'il est devenu systémique. Il est là à tous les étages. J'ai eu l'occasion d'enquêter pendant 6 mois pour Mediapart sur la corruption en Irak, et en 6 mois, je n'étais pas arrivé à la moitié de ce que je pouvais raconter. C'est énorme ce qui se passe. Et toucher à la corruption en Irak, c'est toucher au système qui est mis en place depuis 2003. Et donc, dès que un juge, par exemple, a des velléités en fait, de combattre la corruption, je vais le dire très clairement, soit il est tué, soit il est écarté, soit il fuit sous les menaces. Ça, c'est sur la corruption. Mais pour revenir au sentiment d'être irakien, en fait, quand on pense à reconstruire un pays après 20 ans de guerre, mais auparavant, comme ça a été mentionné, 12 ans d'embargo, puis la guerre entre l'Iran et l'Irak, etc.,
Par quoi on peut commencer? Moi, je n'ai pas la solution, mais ce que je vois sur le terrain et ce que je pense est le plus perceptible, c'est déjà, encore une fois, plutôt que de reconstruire les rues et les bâtiments, reconstruire l'identité irakienne. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire oublier la mosaïque irakienne, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas penser à protéger les minorités, mais c'est par la même occasion protéger en fait justement ces minorités. Et non seulement par un état de droit qui n'a pas lieu aujourd'hui, par une constitution forte, rédigée et adoubée par les Irakiens et non pas par une force étrangère. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, je ne vois pas comment on peut aborder un avenir meilleur. Mais pour terminer sur une note positive, après je laisse la parole à Dr Adel, c'est le seul espoir pour moi. Ça, c'est la nouvelle génération qui revendique le fait d'être irakien, mais pas juste par fierté, sans projet. C'est d'abord se reconstruire pour ensuite envisager l'avenir. Et pour moi, le seul espoir, il est là. Tu anticipes sur ma dernière question, mais Dr Adel, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire être irakien aujourd'hui? C'est très, très complexe comme question. Dans l'Irak, un siècle de faillite, j'ai plusieurs chapitres sur l'identité irakienne, ce que j'appelle l'irakicité. L'irakicité n'est pas une donnée naturelle, c'est une construction politique avant tout. Et comme disait notre ami Fourat, cette irakicité, ce référentiel irakien, ce que j'appelle le rêve d'être irakien ou le rêve irakien, n'exclut pas par définition les micro-identités chiites, sunnites, yézidis, kurdes, turcomanes, chrétiennes, juifs. Au contraire, cette grande diversité pourrait, si on a de bonnes conditions objectives, enrichir cette irakicité qu'on doit construire universellement ou sur les valeurs universelles. Autrement dit, regardez, souvent quand je parle avec les élites irakiennes, je donne l'exemple de notre voisin, la Suisse. Là aussi, on a plusieurs religions, on a plusieurs langues, on a plusieurs communautés, mais pourquoi la diversité suisse a transformé la Suisse comme l'endroit le plus sécurisé, le plus stabilisé, le plus riche de la planète, et pourquoi la diversité irakienne a transformé l'Irak en un enfer pour les Irakiens. C'est tout simplement parce que les élites irakiennes, mais ils ne veulent pas m'écouter, bien évidemment, on ne m'écoutera jamais, enfin, jamais, il faut dire jamais, jamais, mais bon, enfin, pour le moment, on ne m'écoute pas, et il est peu probable qu'ils écoutent nos amis, à droite, à gauche, enfin personne, parce que tout simplement les Irakiens instrumentalisent cette diversité. Les Irakiens, c'est injuste de dire les Irakiens. Il faut dire les élites irakiennes, les élites chiites, sunnites, kurdes, turcomanes, etc. Donc instrumentalisent non seulement la diversité, mais aussi cette grande histoire. Donnez-moi un pays sur cette planète qui dispose de cette histoire-là. Cette longue histoire de Mésopotamie. Mais malheureusement, les élites, bien évidemment, non seulement empêchent la construction de cette irakicité, mais en plus, ils essayent de la remplacer par les micro-identités. Micro-identités, donc chiites. Et cette identité, d'où vient le refuge, d'où vient un territoire concret, d'où vient une structure économique, d'où vient un vrai marché, d'où vient une organisation militaire, d'où vient un territoire, d'où vient une prison dans laquelle je ne sors pas, j'y reste. Mais est-ce qu'il y a une sortie? Est-ce qu'il y a des perspectives de sortie? Oui, pour moi, il y a deux perspectives. La première perspective, c'est la nouvelle génération, sans aucun doute. L'Irak est parmi les pays les plus jeunes sur la planète. Pourquoi? Parce que 69% des Irakiens ont moins de 30 ans. 69, ce qui fait de l'Irak un des pays les plus jeunes sur la planète. Et cette jeunesse-là, la nouvelle génération irakienne, selon nos enquêtes à nous, 89%, c'est la dernière enquête vraiment de cette année, 89% des jeunes n'ont aucune confiance en ces élites-là. Qui sont ces élites?
Ce sont les acteurs renfermés dans les micro-identités. Et quand ils n'ont aucune confiance en ces élites-là, c'est-à-dire ils rejettent les micro-identités. Ils sont à la recherche d'un référentiel universel, d'une irakicité, d'une irakitude. À un moment donné, je parle de l'irakitude, le fait de devenir irakien. Ils veulent apprendre, réapprendre, entrer dans un processus de socialisation, de la resocialisation sur la base de l'irakicité. Par exemple, quand on est à Najaf, à Karbala, à Suleymanie, à Erbil ou à Mossoul, là où j'étais la semaine dernière, lorsque je parle avec les jeunes, ils voient par exemple un jeune de Suleymanie comme un Irakien. Lorsque je parle avec un jeune de Bassoura ou une jeune de Bassoura, ne se sépare pas d'une jeune de Halabja ou de Mossoul ou de Fallujah. Hein. Non, il y a des connexions entre ces jeunesses-là. Le problème, c'est quoi? C'est que vous avez une jeunesse totalement désarmée face aux élites, totalement corrompue, mais est totalement armée. Pour revenir rapidement sur le mouvement de contestation, en 2019, du 1er octobre 2019 jusqu'à 31 décembre 2019, il y a eu un grand mouvement de contestation à la fois à Beyrouth et à Bagdad. À Beyrouth, on a eu 0 mort. En Irak, on a eu 600 morts. Qui les a tués? Les organisations miliciennes. D'où viennent ces organisations miliciennes? De ces élites-là, irakiennes. Ce n'étaient pas des Libanais, des Syriens, des Saoudiens, des Afghans, des Américains, des Français. Non, c'est des Irakiens, des milices, des organisations miliciennes qui ont tué 600 jeunes Irakiens entre 18, 17 et 24 ans. 21 000 blessés, 28 000 incarcérés. Mais quel était leur slogan? Nous voulons un État. Nous voulons une patrie. Où ils disaient Iran, barra, barra, Iraq, tabqa hurra. L'Iran dehors, l'Irak doit rester. Ils voulaient juste. Le problème, c'est quoi? C'est que de cette jeunesse-là que j'ai réuni les leaders de ce mouvement de contestation, 18 personnes, de 9h jusqu'à 17h. Bien évidemment, il y a différentes tendances, de la gauche classique, la gauche libérale, les conservateurs, les modérés, les libéraux, et tout le monde est dans ce mouvement-là, mais tout le monde refuse ces élites-là. Je les ai réunis dans une grande table ronde à Suleymanie. Leur grand problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas une vision de leur irakicité. Et là, ils ont besoin de la communauté internationale, une communauté internationale qui a occupé l'Irak, qui a détruit l'Irak et qui n'est pas prête à aider les Irakiens pour sortir de cette crise-là. Souvent, je discute avec les Américains, avec les Européens, les diplomates. On me demande quelle est la solution. Je dis la solution, ne pas réoccuper l'Irak, ne pas aller avec les forces militaires. Tout simplement accompagner pour une fois dans votre trajectoire, dans votre parcours, dans votre histoire, au lieu d'envoyer, par exemple, comme dans les années 20, l'armée de Sa Majesté, ou dans les années 2000, l'armée américaine, pour une fois, tenter, essayer, intervenir, mais pour aider, accompagner les Irakiens, pour élaborer une nouvelle formule. Cette nouvelle formule, j'appelle un contrat, un nouveau contrat, sur lequel le kurde, l'arabe, le chiite, le sunnite, le musulman, le chrétien, les yézidis, les turcomanes, les juifs, tout le monde trouve son identité dans cette irakicité. Je suis optimiste parce que je sais qu'il y a une force jeune. À un moment donné, cette force va s'imposer quand je ne sais pas à ces élites-là. Je suis optimiste à un moment donné que la communauté internationale prenne conscience que si on n'aide pas ce pays-là, et si jamais ce pays se désintègre, est divisé et fragmenté, ça sera une grande menace pour la paix, la sécurité et la stabilité de la communauté internationale. À un moment donné, tout ça se met en marche. Mais est-ce que ça sera pour demain? Là, je ne suis pas très, très optimiste. Merci. Merci beaucoup. Et vous avez fait une super transition pour ma dernière question, donc sur les perspectives d'avenir. Je suis contente que vous finissiez sur une note d'optimisme. Ferhat, quels sont tes pronostics? Quelles sont les perspectives pour la société irakienne? Et est-ce qu'on peut finir sur un tableau plus positif après ce qu'on a dressé? Je ne ferai pas de pronostic, bien sûr, mais Adel vient de le dire, en fait. Je suis complètement d'accord avec ça.
d'abord faire confiance en cette nouvelle génération. Il faut leur faire confiance. C'est vrai qu'il n'y a pas de projet concret, mais il faut leur donner les moyens d'inscrire ce projet dans quelque chose, que ce soit une nouvelle constitution, que ce soit un engagement vers une formule, comme le disait Adèle. J'y crois et j'en suis persuadé. C'est effectivement très compliqué de dire quand, parce que les forces en jeu en Irak sont très puissantes, elles sont armées. Et pour l'instant, dès qu'un mouvement de contestation cohérent comme celui d'octobre 2019 apparaît, on les tue, on les massacre. Donc, dernièrement, quand je suis allé en Irak, j'ai rencontré aussi ces jeunes-là qui ne peuvent plus s'exprimer ouvertement dans la rue. Ils ont trouvé d'autres moyens d'expression, que ce soit à travers l'art, à travers différentes formes de contestation. Il faut que ce mouvement perdure, qu'il vive à travers différentes structures, à travers différents médiums, pour, on l'espère, que la communauté internationale se saisisse du sujet en comprenant que c'est aussi dans son propre intérêt. Je rejoins, je répète en fait ce que dit Adèle, c'est que si l'Irak continue à devenir une terre où des pays se font la guerre par proxy, non seulement la région sera à feu et à sang, je pense vraiment que l'invasion de 2003 a ouvert les portes de l'enfer au Moyen-Orient. Je ne dis pas que ce qui s'est passé en Irak a provoqué ce qui s'est passé en Syrie ou ailleurs, mais ça a ouvert la porte à un chaos. On ne peut pas le nier, ça. Tant que cette porte au chaos est ouverte en Irak, on ne pourra pas trouver de solution au Moyen-Orient, ni pour une paix mondiale. Donc c'est dans l'intérêt de tous, des Irakiens, évidemment, c'est important, mais aussi de la communauté internationale, que l'Irak se reconstruise en tant que tel. Merci beaucoup. Docteur Naram, quelles sont vos perspectives pour l'avenir? Est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose à ce sujet? Tout d'abord, merci à mes collègues qui ont abordé un certain nombre de sujets importants, qui ont donné une image de l'Irak, la situation en Irak. Nous espérons que l'Irak fera face à tous ces défis. Nous, en tant qu'Irakiens, moi, je parle précisément de la situation dans la région des Yézidis. Ça fait 9 ans, donc depuis 9 ans, la population yézidi vit dans des camps. La moitié de la population vit dans des camps. L'État irakien doit bouger sur ce volet-là, comme si on les considérait comme des sous-citoyens. Donc la plupart de la population yézidi vivent à l'extérieur, à l'étranger, à l'extérieur de l'Irak. Donc il y a environ 150 000 yézidis qui ont émigré en Occident. Ils sont partis en Europe et dans d'autres pays aussi. L'immigration n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution importante pour trouver la solution et le règlement de tous les problèmes. Le premier problème, c'est la perte de l'identité yézidi. Donc, nous espérons qu'il y aurait des solutions aux problèmes que rencontre la population yézidi pour qu'ils puissent vivre en paix et en dignité dans la paix de ses aïeuls et de ses grands-pères. Merci beaucoup, docteur Naram Hassan. Merci à tous les trois. J'aimerais qu'on ouvre la parole et les questions au public. Donc, si vous avez des questions à nos trois invités, n'hésitez pas. Je sens que les questions vont se bousculer, c'est super. Moi, du coup, la position que je me posais, c'est que est-ce que du coup, vous ressentez du ressentiment par rapport au fait que les États-Unis soient vus comme ces géants de la démocratie, de la diplomatie, alors qu'eux, ils ont finalement complètement détruit votre pays, vos infrastructures, en fait? Du ressentiment, non, mais un besoin criant de justice, oui. En fait, c'est une question très complexe, mais on parle quand même d'un droit international qui a été bafoué. Et ça, c'est plus un secret.
On le savait même avant l'invasion américaine, quand les mensonges énoncés par Adèle tout à l'heure par l'administration Bush étaient clairement, comment dirais-je, compréhensibles. Tout le monde savait. Aujourd'hui, on le sait encore plus. Est-ce que vous avez entendu parler d'une personne de cette administration Bush qui a rendu des comptes? Il y a eu des aveux dans des livres. Est-ce que c'est suffisant? Je ne suis pas certain. Colin Powell, celui qui avait brandi un tube à l'ONU pour justifier que l'Irak détenait des armes de destruction massive, a reconnu dans un livre qu'il avait menti, il avait expliqué pourquoi, etc. Mais le processus de justice, il est important dans n'importe quel conflit, que ce soit en Irak, on l'a vu au Rwanda, c'est pas du tout le même pays, c'est pas du tout la même problématique, mais il y a eu une justice qui est encore en cours. Les génocidaires sont poursuivis. Il y a un pardon qui est parfois courageusement donné, même au bourreau. En Irak, on n'a pas vu une seule personne, encore une fois, de l'administration Bush ou de ceux qui ont accompagné cette administration dans la communauté internationale, ou même parmi ces élites qu'on a mentionnées tout à l'heure en Irak. Et moi, ça, personnellement, en tant que franco-irakien, je dirais pas que c'est un ressentiment, mais c'est une demande. Je rêve un jour de voir des personnes responsables de ce qui s'est passé en Irak aujourd'hui être jugées. Ça j'en rêve. Je n'y crois pas, pour des raisons que je n'évoquerai pas, mais je l'espère, ouais. Alors, moi, je voulais demander à Dr Hassan, comment est-ce qu'on pourrait aider les Yazidis ou même toute la population irakienne et surtout les femmes yézidis après donc, les traumatismes qu'elles ont vécus? Bien sûr, la communauté internationale a eu un impact important pour soutenir pour les Yézidis, notamment l'Allemagne et la France. Ils ont transporté un certain nombre de rescapés yézidis dans les hôpitaux en Allemagne et en France. Donc la communauté internationale a soutenu cette communauté. Donc c'est important pour... Donc la première chose, on doit reconnaître le génocide yézidi par les pays occidentaux. Cela va permettre de protéger, d'apporter la protection à cette communauté à l'avenir. Comme on a déjà mentionné précédemment, on a fait l'objet de 74 génocides au cours de l'histoire. Et on n'a plus les forces et on n'a plus envie de encore subir ce genre de génocide. Donc c'est pour cette raison nous demandons à la communauté internationale, d'imposer ou d'essayer de forcer le gouvernement irakien pour qu'il puisse respecter cette communauté et pour qu'il puisse protéger cette minorité. Aussi, nous demandons toujours d'essayer de juger tous les responsables de Daesh qui ont combattu notre communauté et qui ont tué les membres de notre communauté. Donc, heureusement qu'il y a des associations qui ont participé à protéger notre communauté, sinon la situation aurait été pire. Donc, nous attendons à beaucoup plus de soutien à l'avenir de la part de la communauté internationale. D'autres questions dans le public? Oui, bonjour. Alors moi j'ai une question un peu plus pratique en fait d'ordre un peu plus pratique. J'ai une amie qui vient de partir pour le camp de Mamrashan dans le Kurdistan pour ouvrir une école pour des jeunes femmes yazidis. Et donc c'est une néerlandaise, et il y a une assez bonne communauté yazidi aux Pays-Bas. Mais que ce soit avec mon établissement scolaire ou d'autres personnes que je connais qui aimeraient aider, participer,
d'un point de vue pratique, que ce soit pour envoyer voilà, des objets ou des livres, ou voilà, pour aider à la création par exemple, de l'école qui est en cours. Jusqu'à présent, ça a été extrêmement compliqué de trouver des relais, puisque même dans cette région du Kurdistan, envoyer des colis, c'est pas possible. Donc, si j'essaie de repenser à comment est-ce qu'on crée du lien et comment est-ce qu'on soutient d'institutions scolaires, par exemple, à d'autres écoles en Irak ou dans d'autres pays, comment est-ce qu'on peut créer des liens et les aider de manière pratique. Est-ce que vous avez des suggestions, numéro 1. Et numéro 2, une question plus générale. Les photos qu'elle nous envoie du camp et de la zone, donc une partie des jeunes femmes a pu effectivement échapper à Daesh. Il y en a encore qui sont en captivité. Mais dans un des autres forums, on a écouté la question des FARC en Colombie et la restitution des terres. Donc là, les Yazidis avec lesquels mon ami travaille, ils sont dans des camps. Mais quelle est la possibilité? Est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'ils puissent récupérer en fait déjà leurs terres? Parce qu'ils vont pas pouvoir se reconstruire en tant que peuple en vivant éternellement dans des camps, alors qu'en fait ils sont leurs terres, elles doivent être à proximité. Donc, quelles sont les possibilités aussi de ce côté-là, de recréer des vrais villages où ils vont pouvoir reconstituer une société fonctionnelle? Merci. Comme on a déjà rappelé, il y a un certain nombre, il y a 14 camps dans la région de Kurdistan. Donc, il y a beaucoup d'organisations internationales qui y travaillent, qui y œuvrent. Donc, ils ont reçu un certain nombre de déplacés qui ont parti de leur village. Comme on a dit, donc il faut le soutien de la communauté internationale. Quand il s'agit d'organisations internationales, donc si c'est des organisations reconnues et enregistrées, il n'y a aucun obstacle pour qu'ils puissent travailler et pour qu'ils puissent apporter leur aide. Et effectivement, la situation est dramatique. Donc, les rescapés de ces camps souffrent énormément de jour et de nuit. Donc, les conditions ne leur permettent pas de s'améliorer. Donc, il y en a qui ont passé entre 7 et 8 ans chez Daesh et ils ont souffert profondément. Ils ont subi toutes les formes de commerce parce qu'ils ont été revendus à plusieurs reprises. Et maintenant, ils commencent petit à petit à se libérer en vivant dans des camps assez dérisoires, mais qui nécessitent beaucoup d'équipement. Donc, on dirait qu'ils revivent les mêmes histoires qu'avant. Donc, les rescapés, donc il y a des rescapés qui vivent seuls alors que leurs familles ont été exterminées par Daesh. Donc, il n'est toujours pas facile de dépasser le choc psychologique de toutes ces épreuves. Donc, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc, le soin donné aux rescapés dans les camps, il ne faut pas le leur donner dans les camps parce qu'ils vivent les mêmes histoires. On ne peut pas faire de soutien psychologique dans les mêmes camps. Parce que pour lui donner espoir à la vie, il faut les déplacer ailleurs. Donc, il faut vraiment une réalité nouvelle qui permette d'aider ces rescapés. Donc, leur situation est très compliquée. Ils ne peuvent pas dépasser cette crise de façon simple et de façon aisée. Donc, les problèmes psychologiques sont assez importants.
aussi, il y a le fardeau économique parce qu'ils vivent dans un dénuement, dans une pauvreté excessive. Le gouvernement irakien n'a pas encore fait de loi réservée à ces rescapés pour aider ces femmes qui ont subi toutes les violences. Mais pour rendre à ces femmes leur dignité, ces femmes yézidis, leur dignité, il en faut, depuis 2018, on n'arrête pas de demander aucun droit, aucune loi sur les rescapés n'a été appliquée ou pratiquée. On parlait avant qu'on allait donner des salaires à ces rescapés, mais c'est resté juste lettre morte. Donc, on n'a aucune pratique dans la réalité. Donc, les programmes qui ont réussi, moi j'en ai visité pas mal, dans un certain nombre de pays, c'est les programmes d'immigration. Il y a beaucoup de ces rescapés qui ont parti dans d'autres pays pour se reconstruire. Ce sont les seuls programmes qui peuvent, dans les pays qui ont lieu dans les pays occidentaux, qui lui donnent le sentiment qu'elle est un vrai être humain, parce que quand en restant dans leur situation précaire d'avant, ils ne se sentent pas comme des êtres humains. Donc ces programmes, j'ai remarqué que le niveau de réflexion et de la situation psychologique de ces rescapés qui sont en Occident, et la situation est beaucoup meilleure que celle des rescapés qui sont restés en Irak. Parce qu'ils ont réussi à avoir la confiance en elles et ils ont pu déplacer toutes leurs souffrances. Il y a celle Farida qui a reçu le prix Nobel de paix. Donc, ils ont pu dépasser le choc psychologique qu'ils ont vécu pendant des années et ils ont pu transmettre leur souffrance au monde entier. Alors que s'ils étaient restés en Irak, ils n'auraient jamais réussi tout cela et ils n'auraient pas pu transmettre leur souffrance à la communauté internationale avec sérieux. Mais le fait d'être en Occident leur a donné une grande force psychologique pour transmettre cette souffrance. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Monsieur. Bonjour et merci. Me vient une question qui me taraude un peu. Je me rappelle des débuts de la guerre, l'opération de George W. Bush. Je me rappelle que quotidiennement, il y avait des attentats, des uns contre les autres, des autres contre les premiers et encore d'autres choses, mais c'était quotidien, c'était toujours par dizaines, par quinzaines de victimes. Des chiffres époustouflants, enfin incroyables. La question que je me pose donc, c'est comment se fait-il que du temps où Saddam Hussein régnait, il n'y avait pas ce genre d'événement? Est-ce que c'était parce qu'il avait un régime policier très sévère, très étroit, très répressif, ou bien, enfin, pourquoi tous ces attentats? Je crois que c'est confessionnel, mais peut-être pas seulement. Écoutez, on ne va pas idéaliser le régime de Saddam Hussein. Saddam Hussein était un dictateur qui a utilisé des armes chimiques contre son propre peuple, qui a mis en place des opérations d'Anfal. Anfal, c'est le nom de génocide d'une partie de son peuple, c'est-à-dire du peuple irakien, c'est-à-dire les Kurdes. Saddam Hussein a massacré collectivement une partie des chiites. Tout cela, il ne faut pas oublier. Saddam Hussein n'était pas un ange. Mais en même temps, certes, il a fait tout ça, mais à côté de ça, ou avec ça, il a parfaitement réussi à mettre en place un État avec des institutions, bien évidemment avec son autoritarisme, mais des institutions étaient là.
on avait un système sanitaire, un système éducatif, un système de défense, dans tous les domaines, l'Irak était vraiment très, très, très avancé par rapport aux sociétés du Moyen-Orient. Il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, puisqu'on parle de l'occupation et puisque vous parlez des attentats, et pour répondre partiellement avec mon ami Forat à la première question, il ne faut jamais, jamais oublier qu'à un moment donné, les Américains doivent rendre compte par rapport à ce qu'ils ont fait en Irak. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même 600 000 Irakiens morts dans cette guerre-là. Ça, c'est le minimum vraiment qu'on peut annoncer comme chiffre. 600, tous les matins, comme vous dites, on se réveillait. Mais moi, j'avais un collègue à un moment donné, il est venu me voir pour me dire, mais Monsieur Bakawan, est-ce qu'il y aura un Irakien à un moment donné ou pas? Parce que tous les jours, il y avait des attentats, des voitures piégées, des opérations. Mais tout ça est arrivé avec l'occupation d'Irak. Et ce qui est paradoxal, c'est que les Américains, au mois de janvier, février, mars, ils ont dépensé des millions et des millions de dollars pour dire nous allons libérer le peuple irakien. Et une fois Saddam Hussein est tombé, le lendemain ils sont partis au Conseil de sécurité pour dire non, nous ne sommes pas des libérateurs, nous sommes une force d'occupation. C'est-à-dire depuis le 9 avril, les États-Unis ont occupé officiellement, juridiquement parlant, ils sont devenus une force d'occupation et non pas de libération. Et donc 600 000 morts, qui est responsable, pourquoi, quand, comment, à un moment donné, j'espère que la communauté internationale adopte la mise en place d'un tribunal international, au moins pour clarifier la mort de tout ça. Qui a fait ça? Bien évidemment, le premier responsable, direct ou indirect, c'est l'occupation d'Irak. Qui a occupé l'Irak? Mon père. C'était pas mon père, n'est-ce pas? Voilà. C'était pas la France. C'était pas l'Allemagne. Il faut le dire directement, c'est les États-Unis d'Amérique. Voilà. On a le temps pour une dernière question. Ah, c'est une question ici. Oui, bonjour et merci pour toutes ces interventions. Et puis pour reprendre les perspectives positives, si c'est la dernière question, je me demandais, est-ce que, parce que vous disiez tout à l'heure dans les perspectives, la jeunesse, le rôle de la communauté internationale, mais du coup les deux se retrouvent pas aussi dans un problème que vous avez évoqué. Vous parliez de la destruction de toutes les infrastructures, et notamment peut-être aussi du système éducatif. Donc comment envisager une population, vous disiez, il faudrait une constitution, mais qui soit acceptée par les Irakiens. Comment envisager que des Irakiens puissent accepter une constitution s'ils ne sont pas alphabétisés, notamment les femmes, majoritairement, vous disiez qu'elles n'avaient plus accès à l'éducation. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même besoin de reconstruire peut-être en priorité quand même ça? Et c'est peut-être ça aussi le rôle de la communauté internationale, je sais pas, par l'UNESCO, enfin par l'UNICEF, hein, tous ces organismes. Est-ce que c'est ça que vous évoquiez quand vous disiez qu'il faut qu'il y ait un rôle de la communauté internationale? Est-ce que ça passe pas d'abord par là? Oui, en fait c'est ça, mais la vraie question c'est dans quel ordre. Il y a quand même beaucoup de gens aptes en Irak pour, par exemple, l'écriture d'une constitution. Il y a des gens pour ça, il y a des gens qui peuvent représenter, je dirais pas une communauté, mais qui peuvent représenter d'autres citoyens irakiens et en leur nom, après consultation, écrire une constitution qui reflète la réalité des demandes des citoyens. C'est possible, ça. Maintenant, on est sur l'optimisme. Si je deviens pessimiste, c'est qu'il y a beaucoup de défis à surmonter en même temps, en fait. J'évoquais la corruption. La corruption, c'est un des défis majeurs parce que la corruption empêche l'argent d'être distribué là où il doit l'être. Donc, c'est un élément principal. Mais pour combattre la corruption, il faut peut-être qu'un gouvernement soit légitime aux yeux des Irakiens. Donc ça veut peut-être dire revoir le système politique irakien. Mais pour revoir le système politique irakien, il faut peut-être réécrire la Constitution. Enfin, vous voyez, c'est un espèce de cercle vicieux. Moi, je prétends surtout pas avoir la réponse. Je pense avoir en tête les différents défis. Maintenant, comment les surmonter, c'est compliqué. Mais déjà,
comment dirais-je, surligner les problèmes qui sont arrivés après 2003. On a évoqué différentes thématiques. Encore une fois, cette constitution n'a pas été écrite par les Irakiens, par le peuple. La corruption est présente, l'insécurité, même si ça va un peu mieux aujourd'hui à Bagdad, elle est quand même présente. L'État est une coquille vide, milicisée, avec des milices qui représentent tout et n'importe quoi, différents courants, différents partis. On ne sait pas à qui on a affaire en Irak. On ne fait pas confiance ni en l'armée, ni en la police à cause de cela. Enfin voilà, je pourrais vraiment m'éterniser sur la question, mais les défis sont immenses. Maintenant, pour revenir sur l'implication de la communauté internationale, il faut aussi comprendre que les Irakiens se méfient maintenant des institutions étrangères, notamment liées aux Américains, etc., notamment pour les problèmes que j'évoquais avant. Heureusement, on trouve sur le terrain quand même beaucoup d'associations, beaucoup d'organismes qui sont là pour reconstruire tant que se peut l'accès à l'école, les écoles en tant que telles en fait, pour essayer de faire cohésion entre différentes communautés en Irak, etc. Il y a un travail qui est fait sur le terrain, qui n'est pas assez mis en avant. Reste la question en suspens qu'on avait tout à l'heure, c'est quand, pour combien de temps? Là, j'ai vraiment pas la réponse. Eh ben, merci beaucoup, Fouad, pour cette explication. Juste, j'ajoute un élément. Si l'Irak se trouve aujourd'hui dans cette situation-là, c'est parce que la communauté internationale, en général, et les États-Unis d'Amérique, Washington en particulier, est responsable de cette situation, n'est-ce pas? Et parce que la communauté internationale est la première responsable de cette situation-là, éthiquement parlant, la communauté internationale doit assumer ses responsabilités par rapport à cette situation-là. Quel est le rôle? Le rôle, c'est quoi? Malheureusement, on fait le contraire de ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, encore une fois, la communauté internationale, c'est ce que j'observe par rapport à l'Irak, on cherche nos intérêts économiques et on oublie le contexte irakien qu'on a produit nous-mêmes et que nous-mêmes, on est le premier responsable. Par exemple, en Irak, vous avez une communauté sunnite qui dirige ce pays depuis à peu près 4 siècles. La raison d'État en Irak, la culture d'État se trouve chez la communauté sunnite. Depuis les Ottomans, ils dirigeaient ce pays-là. Et bien, depuis 2003, systématiquement, on exclut cette grande composante de la société irakienne. Les Kurdes dans le nord, on les met dans les marges. Désormais, oui, d'accord, ils sont là, mais ils sont vraiment là sans l'être tout en l'étant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, la communauté internationale mobilise tous les mécanismes, tous les moyens pour stabiliser un gouvernement qui ne représente pas la société irakienne. Et pourquoi on souhaite faire cela? Pour faire des affaires, pour signer un contrat de 27 milliards de dollars. Je cite aucun nom, bien évidemment, dans le domaine de l'électricité, du pétrole, de la recherche, du gaz, etc., etc. Autrement dit, le souhait actuel de la communauté internationale, c'est stabiliser par n'importe quel prix, même au prix de l'autoritarisme, même au prix de la milicisation de l'État, hein, de la corruption généralisée. Hein. Le prix, ce n'est pas grave, mais stabiliser cet État avec qui on fait des affaires. Or, le devoir de la communauté internationale, dans une stratégie de moyen terme ou de long terme pour stabiliser vraiment le pays, pour sécuriser le pays, pour développer le pays, il faut parler avec toutes les composantes de la société irakienne, en commençant par la mise en cause de ce qu'on appelle la loi sur la débassification. La loi sur la débassification qui a mis dans la rue et même jeté dans les bras de Daesh des milliers et des milliers d'Irakiens parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Ou par exemple, au lieu de demander à l'Irak de jouer un rôle entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, entre l'Égypte et la Turquie, aider les Irakiens pour qu'ils parlent entre eux.
Aujourd'hui, on demande à... Regardez juste avec cette phrase et après je finis. On demande aux Irakiens depuis 2021 d'organiser une grande conférence. Il s'appelle la conférence Bagdad 1, Bagdad 2 et la conférence Bagdad 3 sera organisée fin novembre. Fin novembre, le 30 novembre. Et on fait quoi dans cette conférence-là? On demande aux Égyptiens de venir pour parler aux Turcs. On demande aux Saoudiens de venir pour parler aux Iraniens. Or, les Irakiens, le grand problème des Irakiens, c'est qu'ils ont perdu un langage commun par lequel ils peuvent passer pour se parler entre eux et forger un contrat social. Voilà, c'est ça le problème. Merci pour le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois, Ferhat Alani, Dr Adel Bakawan et Dr Naram Hassan. J'espère que cette heure et demie vous aura permis de voir un petit peu plus clair dans cette situation complexe. Et je voulais en profiter pour remercier chaleureusement Alice Acedo qui m'a beaucoup aidé pour organiser cette table ronde, et Henri Xavier que je vois derrière, de nous avoir invités encore une fois au Forum Normandie pour la paix. Merci beaucoup, bonne soirée et bon week-end.